Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Acteurs Publics TV. La France célèbre l'année de la mer jusqu'en septembre 2025, une initiative nationale pour sensibiliser à l'importance vitale des océans, une année pour éveiller les plus jeunes, les collégiens, les lycéens. Et quel meilleur connaisseur de la mer et de ses enjeux que la Marine nationale. Pendant une heure, nous allons découvrir le savoir-faire de cette institution en matière de pédagogie, comment ces 80 métiers et ces missions très variées, on va le voir, peuvent nourrir l'enseignement dans de nombreuses matières. La marine peut-elle aider vos élèves à passer leur bac ou leur brevet? On va en parler donc pendant une heure avec nos trois intervenants. Merci d'être avec nous. On va commencer par vous, Linda Boyer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc professeur de maths sciences en lycée professionnel. Vous êtes détaché et affecté au pôle école Méditerranée qui rassemble 5 écoles de la Marine nationale sur la presqu'île de Saint-Mandrier, près de Toulon. On va en reparler tout à l'heure, une des principales écoles de la Marine. Pascal Raphaël Ambrogi, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale, membre du Conseil supérieur des programmes et vous êtes aussi capitaine de vaisseau de la réserve militaire de la Marine nationale. Et puis Makaraouk, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes capitaine de vaisseau dans la Marine nationale, vous avez commandé des frégates antiaériennes, vous avez été chef d'état-major de la force aéromaritime de réaction rapide et vous êtes actuellement le chef du service de recrutement de la Marine nationale. Merci à tous les trois. Vous êtes donc, on le voit, de fins connaisseurs du monde et des enjeux maritimes. Et puis, vous qui nous regardez, vous pouvez poser toutes vos questions pendant une heure à nos trois intervenants. Je me ferai un plaisir de répercuter les interrogations que vous avez. Vous pouvez aller dans la rubrique questions qui se trouve à côté de la fenêtre que vous êtes en train de regarder, la rubrique questions et non pas la rubrique chat. Comme ça, je pourrais faire le tri dans toutes vos questions et essayer d'en répercuter le plus possible à nos intervenants. On va commencer tout de suite avec une question, les enjeux. En quoi donc, cette année de la mer, l'année de la mer 2024 jusqu'en septembre 2025, est une bonne opportunité de parler des sujets maritimes en classe cette année? On peut commencer avec vous, Monsieur Ambrogi. Alors, une bonne occasion, il est vrai, parce que quoi de mieux qu'une année officielle de la mer, dans le fond, pour montrer ce que nous faisons et nous inscrire dans une perspective encore plus longue. Viendra au même moment l'anniversaire du 400e anniversaire de la Marine. Tout se rassemble, dans le fond, pour qu'on puisse en dire davantage, en faire davantage et le faire savoir. Donc effectivement, 2025 sera un grand millésime dans la perspective du sommet mondial de l'océan que la France organise à Nice à la fin du printemps. Donc oui, c'est une année exceptionnelle, un très beau cru à tout point de vue pour nos formations, nos recrutements et pour la France, année de la mer et année de sa marine. Makaraouk, sur cette question. Oui, exactement comme le disait monsieur l'inspecteur général, c'est une occasion unique, mais c'est un peu comme la fête des mers, c'est-à-dire que on saisit l'occasion de se rappeler qu'on en a une. C'est l'occasion de rappeler à la France qu'elle a un espace maritime, qu'il y a des enjeux maritimes, et puis qu'il y a une marine qui s'en occupe. Voilà, mais cet élan qui est donné par les circonstances, il faut savoir surfer dessus parce que la France a une grande marine, elle a un grand espace maritime et elle doit se montrer à la hauteur de ce qu'elle a, de ce patrimoine. C'est le deuxième espace maritime au monde. Voilà, La France, c'est souvent ce qu'on rappelle pour mettre en avant ce que je disais, c'est-à-dire que la zone économique exclusive de la France, c'est la deuxième du monde. Et donc, c'est à la fois beaucoup d'opportunités, mais c'est aussi beaucoup de responsabilités, puisque ça veut dire des espaces maritimes dans lesquels il faut veiller à la protection des ressources. Il y a aussi c'est un lieu, la mer, sur lequel il se passe plein de choses. Et si on n'est pas présent, eh ben, on ne peut pas veiller au grain. Voilà, donc il y a des trafics, il y a de la piraterie. Et si un pays qui a une grande zone économique exclusive n'a pas une marine pour veiller sur ces espaces, eh ben, elle se fait piller. Et puis par ailleurs, la mer, c'est quand même un espace par lequel passent de nombreuses richesses. Plus de 90% des marchandises transitent par la mer à un moment ou à un autre. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que même dans le domaine de l'information, de l'Internet, il y a
97% de l'Internet qui passe par les câbles sous-marins sur le fond des mers. Et voilà, encore une fois, quand on n'est pas présent pour s'assurer que ça se passe bien, eh bien, ça peut mal se passer. Linda Boyer, ces enjeux, vous les vivez au quotidien avec les élèves du pôle École Méditerranée de la Marine? Oui, tout à fait. Et pour rejoindre mes deux collègues, du coup, ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est une belle année pour mettre en avant en fait la marine, qui je trouve encore qui est pas connue en fait concrètement en France, et de mettre en avant les différents métiers. Et il y en a tellement en fait qui pourraient toucher tous les domaines professionnels qu'on connaît dans l'éducation nationale. Et je pense que c'est le moment de le mettre en avant et d'utiliser cette opportunité de mettre l'année de la mer en avant pour parler de tout ça. Pascal Raphaël Ambrogi, justement, quand on connaît tous ces enjeux, comment on explique que la mer n'est pas la place qu'on lui doit peut-être dans les programmes scolaires notamment, ou dans les médias? Mes amis l'ont dit, c'est une réalité essentielle, ce potentiel, cette puissance qui est celle de la France. Malheureusement, elle n'est pas partagée et sans doute pas assez partagée par les générations que nous formons. Donc nous avons besoin de l'éducation nationale, de ces programmes pédagogiques, des ressources mises à disposition pour sensibiliser au fait maritime, à cette grande maritimisation des enjeux. Et nous avons besoin de la Marine nationale pour nous accompagner la France dans la réalisation de ses objectifs, dans l'atteinte de ses objectifs et dans la protection de ses intérêts. Donc les deux fonctionnent ensemble et fonctionnent d'autant plus ensemble que la marine a besoin aussi des élèves que nous formons pour devenir de futurs marins. Alors c'est vrai pour la Marine nationale, c'est vrai pour l'ensemble des métiers de la mer, mais cette relation ne peut être que commune, étroite, et nous devons avancer ensemble pour concevoir les projets et les mettre en œuvre. Alors on va parler un peu, avant d'entrer dans le vif du sujet, un peu de la Marine nationale. Faites-nous, Makaraouk, le portrait de la Marine nationale pour ceux qui connaissent moins bien. Alors, on pourrait en parler des heures, mais pour résumer, je vais dire que la Marine nationale, c'est environ 40 000 hommes et femmes qui veillent tous les jours justement à ces intérêts de la France et des Français en mer. C'est à la fois des opérations militaires. Ça fait 50 ans que les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins assurent une permanence au fond des mers au profit de la dissuasion nucléaire. C'est aussi le groupe aéronaval autour du porte-avions qui est assez connu. Et puis c'est aujourd'hui les frégates qui se relaient au sud de la mer Rouge pour permettre aux bâtiments de commerce de passer malgré la menace des missiles qui viennent du Yémen. Et puis de l'autre côté, ce sont aussi plein de missions qu'on appelle l'action de l'État en mer, la lutte contre les trafics, la lutte contre la pollution, la préservation des ressources, qu'elles soient halieutiques ou sur le fond, ou sur le fond des mers. Et ça, c'est vraiment la responsabilité, c'est pas une responsabilité militaire, c'est vraiment la responsabilité de la France en tant qu'État. Voilà. Et donc, c'est toutes ces missions qui offre un panel extrêmement varié d'occasions, d'aventures pour les marins, et qui sont importantes pour toute la France, et qui nécessitent des moyens qui sont des moyens assez technologiques, souvent, mais qui reposent beaucoup sur l'humain, et qui nécessitent, quand on a un bâtiment de combat qui est déployé, il faut énormément de compétences pour le mettre en œuvre. Alors, ça fait aussi une variété de missions, ça fait aussi une variété de métiers. Il y a 80 métiers, je le disais tout à l'heure, à la Marine nationale. Ça va de quoi à quoi? Alors ça, c'est 80 métiers au recrutement initial. En fait, il y a beaucoup plus de spécialités encore dans la marine, mais lors du recrutement, au recrutement externe, il y a 80 métiers qui sont ouverts. Alors, vous avez raison de souligner qu'il y a une très très grande variété. Il faut imaginer que n'importe quel bateau aujourd'hui, c'est également un aéroport. On a besoin de soutenir avec des métiers de logistique. On a besoin de nourrir les gens. Voilà, donc il y a des serveurs, il y a des cuisiniers, il y a des métiers du soutien comme des secrétaires, des gens qui sont dans les RH, les finances, la logistique. Mais ça bouge aussi, ces choses-là. Donc il va falloir des mécaniciens, des électriciens, des gens qui sont dans la maintenance. Pour peu que ce soit un bâtiment à propulsion nucléaire, on va avoir des atomiciens qui vont veiller au bon fonctionnement. Donc nous sommes également des exploitants de centrales nucléaires. Il faut rappeler que la marine nationale est le deuxième exploitant nucléaire en Europe. Voilà, donc des tas de compétences, des chimistes par exemple, pour veiller à la qualité de l'eau. Et puis c'est aussi un ensemble Imaginez que la marine, c'est aussi un ensemble de compagnies aériennes, puisqu'on met en œuvre
des avions, on met en œuvre des hélicoptères, voilà, et puis des sous-marins. Donc ça veut dire qu'on va avoir des gens qui sont spécialisés dans la navigation, on va avoir des gens qui sont spécialisés également dans la mise en œuvre des armes. Donc voilà, c'est extrêmement large. Comme le dit mon chef, la Marine nationale, c'est la plus petite des 3 armées, mais elle regroupe toutes les spécialités des 2 autres, sauf pilote de char. Linda Boyer, cette spécificité, vous la viviez aussi au quotidien à l'école dans laquelle vous vous instruisez? Oui, ben pour compléter un peu le commandant, ben, on a aussi des plongeurs. Voilà, on a des plongeurs des mineurs, on a aussi la spécialité plongeur de bord. On a aussi des mécaniciens d'armes, comme l'a dit. Après, on a tout ce qui est opérationnel, ben, on a les détecteurs, les alarmes et tout. On a aussi tout ce qui est informatique aussi. Et ben oui, il y a le réseau, il y a tout ça à gérer, la télécommunication. Voilà, donc oui, divers et variés. Il y a des météorologues aussi, je pense que certains ne le pensent pas. Mais voilà, on a vraiment un panel de métiers que pas toutes les personnes est sensibilisées en fait et savent que ça existe en fait dans la marine. Autant de métiers qui utilisent autant de savoir et de savoir-faire qu'ils auront appris auparavant, même au collège et au lycée, on va y revenir. Tout à fait. Quelles sont les spécificités de la marine par rapport aux autres armées, justement? Alors, déjà, la marine, c'est beaucoup de voyages, d'ouverture au monde. Voilà. Naturellement, les marins sont ouverts au monde, ils sont ouverts à la découverte de l'autre, à la découverte aussi d'autres cultures. Et c'est pour ça que partir en mer, c'est non seulement servir son pays, mais c'est aussi découvrir le monde d'une autre façon. C'est aussi une aventure humaine, hein, parce que se retrouver à 150, 200 sur une coque en métal et partager comme ça plusieurs mois ensemble, ça nécessite de développer des liens, de tisser des liens sociaux qui sont extrêmement forts. Et donc, c'est la spécificité de la marine, c'est vraiment cette ouverture au monde et aux autres, et puis cette très haute technicité aussi, hein, puisqu'on met en œuvre des systèmes de pointe et on demande pour cela avoir des marins qui soient curieux, avoir des marins qui soient très ouverts d'esprit, et puis des marins qui aient cette envie de se perfectionner, d'apprendre, d'être toujours meilleurs dans leur domaine. C'est-à-dire qu'il y a de la formation continue tout au long de la carrière du marin. Exactement, aujourd'hui, c'est plus de 23 jours en moyenne de formation par an et par marin, mais ça ne reflète pas le fait que tous les marins, tout au long de leur carrière, ça c'est également une spécificité, un marin ne peut pas stagner. Il doit monter en même temps en compétences, en responsabilité et en grade. Et donc, il doit toute sa vie progresser. Commandant, si vous Monsieur permettez, Ambrogi. je dirais qu'avec un œil un peu extérieur, que la marine a une spécificité particulière au sein de l'administration en général. C'est que c'est une administration avec une culture, un sens du patrimoine, de l'histoire très aigu, très sensible, ce qui en fait une armée très particulière de ce point de vue-là. Cette longue histoire, le rapport à l'individu, au territoire, à l'exploration, à la défense est évident, mais la relation à l'homme, le matelotage, l'esprit d'équipage, il y a des spécificités qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, et ça en fait non seulement une administration exemplaire, mais une armée vraiment humaine, avec une capacité à former et à accompagner le plus faible jusqu'à l'excellence. Et ça, je ne pense pas le retrouver ailleurs, notamment dans les administrations que je connais, que je fréquente vraiment au quotidien. Je pense que cette attention portée à l'humain, ce n'est pas uniquement la recherche de l'intérêt de la marine qui est mis en avant, c'est aussi l'accompagnement du plus faible vers ce qu'il pourra donner de mieux au service de la nation. Et ça, nous y apportons aussi au ministère de l'Éducation nationale une grande importance. Dans la coopération qui nous lie à la Marine nationale, un des points de la Convention porte sur cette capacité aussi à former nos jeunes élèves à cette attention portée à la cohésion nationale, au service de la nation, au respect de l'individu. Et ce sont des valeurs qui s'incarnent éminemment bien au sein de la Marine. Alors, on va parler donc de la marine et de la mer qui peut s'inviter dans les salles de classe. Je rappelle juste avant que vous pouvez nous poser vos questions. N'hésitez pas sur le Livestorm dans la rubrique questions et je me ferai un plaisir donc de répercuter les questions à nos intervenants tout au long de ce webinaire. Pascal Raphaël Ambrogi, quels sont d'après vous les liens possibles entre la marine et l'enseignement? Alors, les liens sont possibles puisque
ils sont anciens. Avant d'avoir été formalisés en 2017 par une convention, par un protocole particulier qui nous permet de définir des voies d'action communes, il y avait déjà un lien qui permettait de faire rentrer la mère dans les classes, la mère dans les programmes, et d'être réceptif aux attentes de la marine et dans l'ensemble, d'ailleurs, aux attentes des professionnels des métiers de la mer. On ne peut pas réduire, j'aurais peut-être cette tendance, mais on ne peut pas réduire non plus la formation à la mer au seul intérêt de la Marine nationale. Donc c'est le champ des métiers de la mer au sens large qui est pris en considération. Il est ancien. Pour ce qui concerne la marine, le cadre juridique est posé. Nous savons pouvoir travailler ensemble dans un cadre défini. Les deux ministères, l'enseignement supérieur de la recherche et l'éducation nationale, sont concernés par cette convention. Et donc le cadre étant posé, tous les outils maintenant se construisent dans un cadre particulier. La relation, elle est permanente. Des comités de pilotage nous permettent régulièrement de faire un point sur ce qui est engagé, sur ce que sont les attentes de la marine d'un côté, dans la perspective de former et de s'adapter aux évolutions. On l'a dit tout à l'heure, comme on l'a rappelé, la marine est une armée qui est en perpétuelle évolution, en grand questionnement. Elle s'adapte continuellement à des nouvelles technologies, donc à de nouveaux métiers. Et pour ne pas perdre cette capacité opérationnelle considérable, il faut aussi que l'éducation nationale, en continu, s'adapte, forme ses enseignants et réponde à ces questions. Moi, je vais rebondir avec ce que dit l'inspecteur, puisque concrètement, oui, il y a le lien entre la Marine nationale et l'enseignement, puisqu'aujourd'hui, il y a des BTS en partenariat avec la Marine. On a des bacs pro qui sont en partenariat, et nous, dans l'école, le PEM, on accueille en fait des BTS qui sont en fait des BTS Marine et qui suivent leur cursus au lycée, mais tous les soirs, ils rentrent en fait à l'école et ils sont réservistes. Et donc, ils ont une formation militaire à l'école. Et avec les bacs pro qui viennent faire leur stage concrètement à l'école pendant 3 semaines et qui viennent en fait découvrir les métiers de la marine et tout ce que peut apporter finalement la marine dans leur domaine professionnel. C'est aussi le cas à Brest. D'ailleurs, au lycée Vauban, on a 4 BTS en partenariat avec la marine et on peut donner beaucoup d'exemples Oui, c'est le cas aujourd'hui à Cherbourg avec le BTS atomicien, avec le lycée de Tocqueville. C'est le cas à Brest avec le lycée Vauban, avec le BTS Ciel. C'est le cas à partir de cette année au pôle école Méditerranée avec un bac pro MELEC et un bac pro Ciel. Ce qui nous unit, c'est d'abord la foi dans l'éducation. Voilà, dans la perfectibilité de l'être humain. C'est ce goût sur l'ouverture, l'excellence des formations. Voilà, ça c'est un truc qu'on a vraiment ensemble. Comme l'a dit Pascal Raphaël, il y a un excellent dialogue au plus haut niveau avec la rue de Grenelle. On se voit souvent, on se parle, s'il y a un cadre, il est fructueux. Il y a également sur le terrain, lorsqu'il y a des marins à proximité, il y a des liens avec des chefs d'établissement, avec des enseignants. Mais la marine, elle est présente essentiellement autour de Brest, Toulon, Cherbourg. Il y a quelques marins qui sont sur le territoire dans les CIRFA. Mais tout le monde n'a pas l'occasion de rencontrer comme ça un marin. Et on souhaitait... à Strasbourg, quoi, pareil. C'est plus compliqué, pas que à Strasbourg, c'est compliqué en dehors des zones que j'ai décrites. Et donc, c'est le but d'organiser ce genre d'événements, c'est de pouvoir nous créer un lien, montrer notre reconnaissance pour le monde de l'enseignement, le monde de l'éducation, même avec des enseignants qui n'ont pas la chance de nous avoir et de dialoguer, de pouvoir nous découvrir. Et donc, ce qui vient compléter à la fois ce dialogue de très haut niveau, qui est de très haute qualité, très bonne qualité, et puis parfois le dialogue de terrain, et donc de créer ces rendez-vous réguliers. Voilà. Pascal Raphaël Ambrogi, quels sont les savoirs enseignés à l'école, au collège, au lycée qui peuvent être utiles pour les métiers de la marine? Bien évidemment les mathématiques, puisque
Mais pas que. Si on s'intéresse à la météorologie, si on s'intéresse à la conduite des bâtiments, si on s'intéresse à la construction, si on s'intéresse à quoi que ce soit de technique lié à la mer, de toute façon, les mathématiques sont présentes. Donc vous pourrez nous en dire davantage. L'anglais, pour ne parler que de cette langue, évidemment, est devenu la langue des communications en mer, dans les airs, la langue aussi de la météo d'une certaine façon, même si j'ai aussi pour responsabilité de défendre le français, son enrichissement et son usage. Je dois aussi admettre que dans certains domaines, et notamment au niveau international, il faut aussi que les bâtiments, les hommes, les armées puissent correspondre. L'ensemble est codifié. Et cette langue anglaise, très particulière, très technique, elle est aussi enseignée. Alors elle pourrait peut-être l'être davantage. Dans le fond, on n'a pas... J'y songe maintenant, mais je ne suis pas certain qu'on ait pensé à essayer d'adapter notre enseignement de l'anglais à des attentes très particulières qui pourraient être celles de la marine et de la mer en général. Donc c'est peut-être un point qu'il faudra sans doute un jour envisager. Mais on peut aussi parler des sciences de la vie et de la terre, évidemment la biologie marine, évidemment tout ce qui va toucher l'océanographie, l'énergie, tout ce qu'enseignent ces disciplines, évidemment, sert la mer, et sans oublier évidemment le français et les lettres. La mer est une source d'inspiration considérable pour nos auteurs depuis plusieurs siècles, soit comme cadre, soit comme décor, comme source d'inspiration. De toute façon, ces textes se prêtent aussi à la transmission d'un savoir particulier et ont pour cadre la mer. Linda Boyer, sur cette question? Je rejoins en fait l'inspecteur, mais moi j'ai envie de dire tout ce qu'on enseigne en fait peut être utilisé à la marine concrètement. Alors on part des matières générales, oui, le français pour la communication tout simplement. Il faut savoir communiquer, il faut savoir faire des rapports, donc il faut savoir rédiger, il faut savoir transmettre en fait ses idées. Donc le français, l'anglais, les maths, les sciences, tout. Mais j'ai envie de dire après même les matières professionnelles. En fait, l'enseignement de manière générale pourrait en fait se retrouver dans la marine. Concrètement. Oui, alors je confirme, il y a deux raisons pour lesquelles c'est vrai. La première, c'est que toutes les matières sont importantes parce qu'elles contribuent à la construction des individus. Et oui, il est important de savoir communiquer, même quand on fait des sciences, même quand on est dans un domaine très technique, il faut savoir s'expliquer, il faut savoir exprimer. Oui, l'anglais est important, mais le français est important. Il faut aussi, quand on est marin, comprendre le contexte dans lequel on évolue. C'est-à-dire qu'on ne fait bien son métier que quand on comprend le sens de la mission. Ça veut dire que quand on a écouté en classe ce qu'on a dit en histoire et en géographie, eh bien, on est beaucoup mieux armé, même quand on est matelot, pour bien faire son métier. Et puis le dernier point, c'est que vous m'avez demandé tout à l'heure quelles étaient les spécialités. Il y a plus de 80 spécialités, donc toutes les spécialités ne demandent pas de faire des mathématiques, toutes les spécialités ne demandent pas de faire de l'anglais, certaines le demandent, mais je vous ai dit qu'il y avait des métiers des métiers de secrétariat, des métiers de finance. Voilà, alors finance, il faut savoir compter évidemment, mais enfin voilà, la diversité des métiers fait que toutes les formations peuvent être mises à profit. Et puis le dernier point, c'est que la marine ne recrute pas uniquement sur les diplômes. Voilà, donc vos diplômes, les diplômes des candidats nous intéressent évidemment parce qu'ils nous disent quand même quelque chose du parcours des individus. Mais nous, on recrute sur une capacité à s'adapter et à évoluer. Et donc, même quand on n'a pas un diplôme qui a priori rentrerait dans le cadre d'un recrutement de la marine, eh bien, on l'étudie et on se penche sur la personne, la personnalité, la capacité à s'adapter et la capacité à progresser. Voilà, donc nous, on parie plus sur un potentiel que sur un diplôme. Et c'est en ce sens que, j'allais dire, quelle que soit la filière suivie, quelles que soient les choses qu'ont appris les candidats au collège et au lycée, tout ce qu'ils ont pu acquérir, qui les a construits, nous intéresse, évidemment. Moi, je vais juste rebondir sur ce que vient de dire le commandant, en donnant juste un exemple. L'année dernière, j'ai eu en fait en télé, en récom, en communication. C'était en filière. En fait, je lui demandais à l'élève, au marin plutôt, quel était ton cursus initial, et c'était un CAP boulanger. Voilà. Et pourtant, elle était en récom. Donc voilà, c'est comme il dit, c'est vraiment la capacité finalement à évoluer et à se former. C'est surtout ça en fait qu'il faut mettre en avant. Je vais ajouter que depuis un peu moins de 10 ans, la mer est entrée dans les programmes scolaires
Conseil supérieur des programmes en a été chargé par le ministre à l'époque. Aujourd'hui, donc, depuis du CM1 jusqu'à la classe de terminale, des séquences très régulières en histoire, en géographie, en éducation morale et civique, toutes sortes d'occasions de rencontrer la mer. Alors, c'est le cas du littoral, du CM1 jusqu'en terminale, de façon différente. On évoque le littoral, des questions physiques, économiques, touristiques. On évoque des sujets liés au transport. On va évoquer des sujets liés au conflit, à l'armement. Cette place est importante et elle a vraiment été faite pour que la mer soit prise en considération, que le fait maritime soit enseigné et que la prise de conscience de la maritimisation des enjeux soit effective. Depuis quelques mois, le Conseil supérieur des programmes à nouveau a été chargé de rénover les programmes, et notamment des programmes d'histoire et de géographie, et on va accentuer encore la présence de la mer dans l'ensemble des programmes scolaires, du primaire jusqu'au baccalauréat. Alors, je vous propose de rentrer plus en détail sur la manière dont la mer est entrée dans les programmes scolaires dans un instant, mais je voudrais d'abord vous faire écouter un témoignage, deux témoignages même, deux témoignages de jeunes marins, Romane et Bastien, qui sont justement élèves au pôle école Méditerranée de Saint-Mandrier où vous enseignez, Linda Boyer, et ils nous expliquent quels sont les savoirs qu'ils utilisent au quotidien dans leur métier. Écoutez. Je suis l'élève mestrancier Bastien, j'ai 18 ans, j'ai intégré la marine en fin août au titre de détecteur et je viens du Var. En tant que détecteur et ayant fait un bac de spécialité mathématiques et physique, je dois connaître les sciences. Les notions apprises à l'école me sont utiles dans mon quotidien professionnel. D'une part car j'ai un métier pratique où je dois connaître des notions mathématiques, mais aussi pouvoir m'exprimer en français et en anglais, et connaître la situation géopolitique du monde afin de comprendre ma situation au sein de l'équipage. La marine me paraît une suite logique dans mes études, car je vais m'appuyer de ce que j'ai appris au lycée afin de pouvoir exercer mon métier plus tard et continuer à apprendre et à progresser au sein de la marine nationale. Bonjour, je m'appelle Romane, je suis élève mestrancière avec la spécialité d'électromécansum. J'ai un BTS mécatronique navale en partenariat avec la marine et je suis originaire du Cantal. J'utilise régulièrement les savoirs appris à l'école dans mes tâches quotidiennes, dans mon métier. D'abord le savoir-être. J'ai été en internat pendant 8 ans, donc je sais vivre en communauté. Et dans la marine, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Ensuite, au niveau des matières académiques, la physique et les maths appliquées. Par exemple, cet été, j'ai travaillé en tant qu'assistante dans la radioprotection sur le porte-avions Charles de Gaulle. Et vraiment, c'était vraiment que de la physique appliquée, donc j'ai vraiment retrouvé les notions apprises à l'école dans mon domaine. Je retrouve des similarités d'enseignement entre mes études et mon état de marin. Les matières entre les études et mon futur métier sont les mêmes, sauf que dans le métier de marin, ce sera beaucoup plus exigeant, puisque lorsqu'on va travailler sur des installations, ça n'engagera pas que nous, ça sera vraiment pour le bon fonctionnement de tout le bateau, et c'est un équipage qui avancera ensemble et on n'avance pas seul. Linda Boyer, je ne sais pas si ce sont vos élèves qu'on vient de voir, mais Non, en tout cas, vous enseignez vous aussi à Saint-Mandrier. Alors, je le rappelle, donc, vous êtes prof détaché, mais vous êtes avant tout professeur de maths et de sciences. Comment on s'adapte, comment on adapte son enseignement dans une école de la marine? On s'adapte en allant vers les instructeurs, tout simplement. Bien sûr, d'abord, on fait un point sur tout ce qui est programme et voir un peu ce qu'il en est, mais c'est vrai que finalement, c'est les instructeurs qui nous apportent les éléments à amener en fait aux élèves, ou en tout cas comment ils utilisent les notions de mathématiques ou de physique dans leur domaine. C'est eux qui nous amènent en fait finalement l'application professionnelle, et c'est eux qui nous permettent finalement de faire le lien entre la marine et les enseignements qu'on fait. Et donc, c'est les instructeurs, tout simplement, qui m'aident concrètement. Si je prends juste l'exemple, avec des opérateurs, on travaille sur de l'électronique et concrètement, j'ai appris le fonctionnement d'une balise maritime que je ne connais pas du tout. Voilà, je ne savais pas du tout le fonctionnement. Donc, c'est avec les instructeurs que j'ai vu finalement le fonctionnement d'une balise maritime, comment elle se recharge, et finalement la carte électronique. Et c'est ça qu'on travaille avec les BSOps. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu finalement adapter l'enseignement de l'électronique au milieu professionnel. Comment fonctionne une balise maritime, comment on choisit finalement les codes qui mettent finalement sur chaque balise. Un exemple parmi tant d'autres. Quelles sont les théories que vous utilisez, les théories enseignées à l'école, que vous utilisez au quotidien avec ces élèves?
Alors, les BSOP, c'est très spécial. Là, par exemple, là, c'est vraiment les composants électroniques. Mais par exemple, les composants électroniques, on va le travailler avec des électriciens, puisque finalement, quand ils vont faire du dépannage, ils vont devoir savoir lire un schéma électrique. Quand ils vont devoir déterminer des convertisseurs statiques, eh ben, ils vont devoir savoir c'est quoi une diode, c'est quoi une bobine, c'est quoi un condensateur, et les repérer finalement dans un schéma. Où est le problème? Un dépannage, c'est connaître les éléments. Donc, finalement, avec les électriciens, on va travailler ça. Je pense que, sauf erreur de ma part, on le fait au lycée. Si j'ai les plongeurs des mineurs, alors quand on parle de plongeurs des mineurs, on a l'impression qu'ils font que du déminage. C'est faux, ils font pas que du déminage, ils font aussi du déblaiement. Et qui dit déblaiement, en fait, veut dire dégager en fait des objets qui sont dans l'eau. Et lorsqu'ils vont dégager des objets qui sont dans l'eau, ils vont devoir les déplacer. Pour les déplacer, ils vont devoir en fait amener ce qu'on appelle des vaches. Et des vaches, en fait, ce sont des grosses bulles en fait qui vont gonfler sous l'eau pour pouvoir remonter. Et là, ils vont mettre en pratique des connaissances basiques qu'on apprend au collège. La poussée d'Archimède, la force, le poids, comment contrer finalement ce poids en utilisant la force d'Archimède. Et finalement, on va déterminer un volume et ils vont avoir un volume minimal à amener en bas pour pouvoir finalement déplacer l'objet. Et bien sûr, pour gonfler cette vache, ils vont devoir finalement ramener des bouteilles d'oxygène. Et oui, mais quel est le volume d'air qu'ils vont avoir finalement disponible à la profondeur à laquelle ils vont être? Ils vont utiliser la loi de Boyle-Mariotte. Pareil, c'est les premières lois qu'on voit finalement au lycée et au collège. Voilà, ça c'est des applications. Et si je reprends formation initiale, ils vont devoir utiliser un scope. Ils vont devoir regarder la navigation en eau resserrée. Et dès qu'on fait de la navigation en eau resserrée, on a une trajectoire et on va devoir en fait limiter nos écarts. Donc on va utiliser des amers en fait. Des amers, c'est des points fixes qu'on a sur nos cartes. Ils vont devoir tracer des droites parallèles de part et d'autre de leur trajectoire pour finalement trouver l'écart en fait à ne pas dépasser. Et voilà, tout simplement, les droites parallèles, on les fait au collège. Et pareil, après pour les points de collision, on va faire des droites perpendiculaires. Et c'est la même chose, on le voit ça au collège. Donc finalement, voilà, il y a plein d'exemples que je peux vous donner. Et ils doivent convertir des vitesses. Ils les ont en nœuds, ils vont les mettre en nautiques par heure. Et mais non, mais ça ne nous parle pas des nautiques par heure, donc on va plutôt les mettre en kilomètres. Mais ouais, mais kilomètres, oui, mais on sait qu'un nautique, c'est 1,852 kilomètres. Mais comment on va faire ce calcul quand je dis qu'on a 24 nautiques pour avoir une ordre de grandeur? On va multiplier par 2, on va lever 10%. C'est du calcul mental. Voilà, donc il y a plein d'exemples finalement, il y a plein de choses qui rentrent finalement dans la marine. Karaouk. Ouais, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a un aller-retour permanent. D'abord parce que le milieu maritime est une source inépuisable pour pouvoir donner un sens à l'enseignement. Donc ça, c'est ce que nous, on peut apporter. Et à l'inverse, tout ce qui est enseigné est utile. Et l'autre aspect, c'est que rentrer dans la marine, c'est poursuivre ses études. C'est poursuivre ses études, mais avec un objectif concret, en mettant dans un contexte professionnel des choses qui, peut-être parfois, à l'école, peuvent paraître un peu abstraites. Voilà. C'est continuer ses études, mais avec un but. Il y a un exemple là, qui nous est donné par Laurent Stévenon sur le Livestorm. Je rappelle que vous pouvez écrire vos questions dans la rubrique questions. Alors, c'est une question, je ne sais pas si on va y répondre parce que alors je vous la lis. Dans le cadre de l'enseignement en classe de terminale, pouvez-vous nous éclairer sur la coopération de la marine française pour la sécurité des mers avec les autres puissances navales, dont celles qui se développent comme la Chine? Alors, on n'est pas là forcément pour répondre à cette question, mais par contre, c'est un bon exemple de sujet traité en terminale qui correspond tout à fait aux enjeux maritimes. Si, alors on peut y répondre. Hein. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'aujourd'hui, pour agir en mer, il y a quand même 70% du globe terrestre qui est couvert par les mers. Donc c'est immense. Hein. Même pour une marine qui, à l'échelle du monde et à l'échelle de l'Europe, la marine française est grande, la mer reste immense. De toute façon, les forces françaises agissent, sont capables d'agir par nature en coopération, en alliance. Ce qui renforce encore ce côté ouverture d'esprit, ce qui renforce encore plus cette nécessité de savoir s'ouvrir à l'autre et de parler anglais, une langue commune. Donc voilà, donc on agit souvent en mer. Il y a une chose qui nous tient à cœur qui s'appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité à agir ensemble, à avoir des systèmes de télécommunication qui soient compatibles, à utiliser des codes qui soient compatibles. Et cette coopération, elle va évidemment avec nos alliés naturels, les gens qui sont dans l'OTAN, les gens qui sont dans l'Union européenne,
Voilà. Mais il y a plein de situations où il y a le droit maritime qui s'applique et s'il faut coopérer avec d'autres marines, eh ben, on le fait. Il y a des règles, il y a des usages en mer et moi j'ai déjà agi de conserve avec des marines qui n'étaient pas a priori des marines alliées. La mer, c'est également un espace de liberté. Donc c'est un espace dans lequel, oui, la marine française va croiser la marine de pays qui sont dont on est a priori pas très proche. Donc oui, j'ai déjà croisé des marins chinois, j'ai déjà échangé avec des bâtiments de guerre chinois qui eux-mêmes se déploient dans le monde avec des objectifs nationaux, mais qui ont en commun avec nous qu'ils doivent veiller à la sécurité maritime. Le droit maritime international porte bien son nom. Il s'applique à tout le monde et tous les bâtiments de combat ont des responsabilités en mer. Pascal Raphaël Ambrogis, cet exemple prouve bien que ce ne sont pas seulement les matières scientifiques qui sont concernées, on peut aussi impliquer les enjeux maritimes dans les humanités. Bien sûr, dans les humanités, dans les comportements, dans la culture générale, dans ce qui fait qu'un individu est capable d'appréhender un environnement donné, de connaître son histoire, l'histoire de son pays, de voir quels pourraient être les points d'accroche dans ce que sera son futur et le futur de son pays, pour anticiper, pour encore toujours s'adapter. Puis effectivement, communiquer, connaître les usages. Entre les marines, il y a une histoire très ancienne aussi d'usages partagés, de traditions qui font que malgré tout, même en cas de conflit, il y a aussi des choses qui se font et d'autres qui se font un peu moins, et que cette culture particulière, elle est aussi le fait des gens de mer. Et alors ça a beaucoup nourri la littérature, mais ça nourrit aussi les armées de mer aujourd'hui. Et c'est très beau à regarder. Et je pense que l'école aussi forme à cette dimension-là. Quand on fabrique les programmes, on mène beaucoup d'auditions, on écoute les professionnels, et notamment les marins. On essaie de voir ce que sont leurs attentes et on essaie d'une façon ou d'une autre de faire que les programmes prennent en compte ces dimensions humaines, littéraires, artistiques, sensibles, éminemment techniques et scientifiques, bien sûr, pour coller à cette réalité particulière. Alors on va donner plusieurs exemples d'illustrations très concrètes qui ont déjà été mis en place sur l'entrée de la mer dans l'enseignement, avec l'exemple des révisions du bac physique-chimie avec l'équipage du sous-marin Le Suffren. En quoi ça consiste ? Eh bien, il y a quelques années, l'équipage du Suffren s'est mobilisé pour fournir des épreuves de révision du bac sur la base des exemples concrets, c'est-à-dire, par exemple, pour la mesure des forces en physique, utiliser des exercices de pesée liés au poids du sous-marin, comment il fait pour naviguer en restant à une immersion donnée, des choses comme ça. Et donc, cette initiative, eh bien, on est en train de la développer. On essaye aujourd'hui de développer des contenus. Comme on ne peut pas envoyer des marins dans toutes les classes pour parler de la marine, on essaye de produire du contenu. Et donc, ces contenus, ils sont en cours d'élaboration, hein, ça prend un peu de temps, mais c'est cette volonté d'apporter des cas concrets, comme l'expliquait Linda, d'apporter des cas concrets qui nourrissent, justement, donnent quelque chose d'un petit peu plus excitant dans les révisions du bac ou du brevet, de façon à optimiser les chances que les élèves se prennent au jeu et puis réussissent en y prenant du plaisir. Voilà. Le plaisir d'apprendre, d'acquérir des connaissances. Et donc là, ce qu'il faut, le défi, c'est non seulement de les produire et puis de les mettre à disposition. En ce moment, le service de recrutement de la marine est en train de mettre à jour son site, qui est certainement l'un des médias qui est les plus facilement accessibles depuis tout public. Et on a pensé cette nouvelle architecture avec des rubriques qui permettent de répondre aux attentes des parents, des professeurs, de façon pas intéressée, répondre aussi à des questions d'orientation, évidemment, puisque c'est le but du site, mais également de proposer des contenus, de répondre à un certain nombre de questions. Pour rejoindre ce qu'on disait, par exemple, pour des choses qui nous intéressent, c'est que être sur un bâtiment de combat, ça demande à bien se connaître, y compris physiquement, biologiquement, pour connaître ses limites, les notions de sommeil,
comment rester en forme, faire du sport. Donc, le sport qu'on fait à l'école, les sciences naturelles, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, mais en gros, connaître la biologie du corps humain pour se connaître soi-même, connaître ses limites, ça, c'est quelque chose de très important. Et à l'inverse, l'exemple de vie des marins, c'est parce que on est levé la nuit, parce que le bateau il s'arrête pas. Par exemple, c'est intéressant à utiliser pour expliquer pourquoi toutes ces matières sont aussi intéressantes. Autre exemple, Pascal Raphaël Ambrogi, le programme L'Appel des pôles, qui a été lancé sur un site de l'Éducation nationale qui s'appelle EduScol, c'est ça? Alors, le site EduScol est un site qui présente et les ressources et les actions du ministère. Ce programme a été conçu de façon expérimentale dans l'Académie de Rennes il y a maintenant 5 ans. Il s'agissait à l'origine de faire rentrer des scientifiques parmi les meilleurs au monde dans les classes pour accompagner des projets pilotés par des enseignants, mettant en valeur des enjeux polaires et tentant de mettre en valeur ces enjeux relativement lointains avec des réalités qui sont celles de la France. C'est une forme d'accompagnement de la prise de conscience de questions environnementales notamment. Et donc ces scientifiques viennent à la rencontre des enseignants, définissent un thème annuel, accompagnent les élèves dans la réalisation de cet objectif. Ces classes donc élaborent de très beaux projets, très divers, qui sont départagés au niveau académique, puis récompensés au niveau national. Alors, le programme L'Appel des pôles, il y a eu une intervention de la marine. Dans le cadre de l'Appel des pôles, voilà, exactement. Dans le cadre de l'Appel des pôles, dans sa phase de déploiement national depuis 2 ans, effectivement, la Marine nationale est très présente. Elle est membre du conseil de pilotage, elle est membre du conseil scientifique, et elle apporte des ressources et des encouragements de cette forme. Le commandant de l'Astrolabe, l'année dernière, avait adressé à tous les élèves un message de bienvenue et les engageant à persévérer dans cette voie. Cette année, nous allons reprendre cet accompagnement et la Marine va à nouveau, à divers degrés, à divers titres, participer à cette mission. On a aperçu le commandant au tout début de la vidéo tout à l'heure. Les classes à enjeux maritimes, donc il y a des questions là-dessus aussi, les personnes qui sont assez impatientes qu'on en parle, notamment François Audio, qui veut qu'on parle des classes à enjeux maritimes. Quels sont leurs rapports pour les enseignants et pour les élèves? Alors, les classes à enjeux maritimes, dans le fond, permettent de maritimiser un thème de l'année choisi par les enseignants et l'équipe de direction et les élèves. Et ce thème va être enrichi par la participation de spécialistes, alors qu'on trouve dans le bassin d'épanouissement d'établissements. On fait en sorte que les forces locales, les forces vives, puissent contribuer à la formation des élèves. Et dans certains cas, peut-être même aller chercher ces ressources de façon plus lointaine. Alors, il peut y avoir des accompagnements, des parrainages. On peut imaginer toutes sortes de combinaisons utiles pour que la classe enrichisse et mène son projet à bien. Mais le but, c'est toujours, dans le fond, de promouvoir les métiers de la mer, de faire en sorte qu'on ouvre une très grande fenêtre sur la mer et ses métiers, et pour que les élèves en sortent avec, pourquoi pas des vocations, mais au minimum une sensibilisation effective, mais qui est le fait des meilleurs professionnels qu'on trouve dans l'environnement de l'établissement. Alors, la Marine va accompagner le projet à divers titres. On pilote à la direction du personnel militaire de la Marine un réseau de réservistes opérationnels et de marins d'actifs qui, dans le fond, dans chacun de leurs départements, vont tenter aussi de faciliter ces relations entre les établissements, les classes enjeux maritimes et des spécialistes, des professionnels, des industriels, des scientifiques qui pourraient avoir un intérêt ou un autre à agir dans le cadre du projet d'un collège. Donc la Marine pourra jouer ce rôle de catalyseur, d'accompagnateur, d'aiguillon parfois, de concepteur de ressources, mais à tout point de vue, elle interviendra avec d'autres partenaires, la Société de secours en mer, avec l'IFREMER, avec le CNRS, avec les établissements français à l'étranger, donc des partenaires de haut niveau qui ont un lien évident avec la Marine nationale, des constructeurs, des industriels, qui tous se mettent au service des établissements et des classes
pour que les métiers de la mer soient promus et que ce fait maritime soit vraiment appréhendé de la façon la plus large par les élèves. Alors évidemment, que ce soit l'appel des pôles ou les classes en jeu maritime, ça touche relativement peu de monde, c'est vrai. Il y a des pépites, des dispositifs extraordinaires au sein de l'éducation nationale qu'on partage avec des partenaires, dont la Marine nationale. L'idée, ce serait d'en faire davantage. C'est très compliqué de faire rentrer les meilleurs dans les classes. La Marine a des capacités limitées de parrainage, on le sait, dans le cadre des classes de défense. Chacun fait tout ce qu'il peut. Mais voilà, l'idée, c'est de promouvoir ces dispositifs expérimentaux, certes, mais très passionnants. Alors justement, je vais prendre une série de questions qui évoquent ce dont vous venez de parler. Philippe Jourdan qui demande bonjour, vers quelles ressources humaines se tourner pour animer une séance consacrée à un enjeu maritime dans une classe de collège, de lycée ou universitaire? Alors, comme je l'ai dit, la marine n'a pas des bâtiments et des ports partout sur le territoire. On peut déjà compter, solliciter les conseillers en recrutement du service de recrutement de la marine qui sont présents dans 62 CIRFA ou antennes sur le territoire. Ils ne peuvent pas faire que ça et ça ne peut pas être une activité à plein temps. Néanmoins, ils passent dans tous les établissements au cours de la campagne scolaire déjà. Et en marge de cela, il est tout à fait possible d'entamer un dialogue avec eux pour voir dans quelle mesure ils pourraient être disponibles. Chaque marin est un ambassadeur de la marine et du monde maritime. Voilà, donc c'est la première chose. Conscient de nos limites, nous nous appuyons également sur un autre dispositif qui nous est commun. La plateforme d'ambassadeur My Job Glasses a créé au profit des enseignants une option qui permet de demander à un ambassadeur de venir parler de son métier, soit physiquement, soit d'intervenir au travers d'une visio. Et les ambassadeurs de la Marine nationale sont fortement encouragés à cocher la case pour se rendre disponible pour cette option. Et donc, j'encourage les enseignants à rechercher des témoignages d'ambassadeurs de la marine au travers de cette option sur My Job Glasses, qui est gratuite pour eux et qui permet à ce qu'un marin vienne parler de son métier. Voilà. Il le fera avec grand plaisir. Les marins ont toujours une grande fierté à expliquer ce qu'ils font. Et puis ils le font sans filtre. Il faut savoir qu'ils interviennent sans aucun élément de langage de notre part, parce que souvent, ils ont une telle fierté d'en parler, ils en parlent tellement bien que de toute façon, à la fin, tout le monde a envie de rentrer chez nous. Pascal Raphaël Ambrogi. Pour compléter ce dispositif, il faut évoquer absolument le site des classes en jeu maritime. C'est un site ouvert dans l'Internet en collaboration avec la Fondation de la mer et la Marine nationale. Et ce site vous permet de suivre un mode opératoire permettant de créer la classe, vous donne accès à une série de ressources et d'intervenants et vous permet de construire tout au long de l'année ce module et ce temps de formation. Un autre site de la Fondation de la mer qui s'appelle Merci la mer, lui donne accès à des dispositifs, à des ressources qui viennent aussi compléter en classe cette offre d'intervenants que nous validons. Il ne s'agit pas de faire que n'importe qui dise n'importe quoi en classe. Les choses sont très encadrées. Le site est piloté par la DGESCO, la Direction générale de l'enseignement scolaire, mais aussi par la Fondation de la mer et certains de ses partenaires majeurs. Donc les choses sont encadrées, elles sont validées. Et les intervenants qui viennent en classe le font bénévolement et à bon escient. Alors une question très concrète de Francis Dussol. Pourrions-nous obtenir la liste des points de contact pour pouvoir monter les projets? C'est quelque chose. Le site des classes en jeu maritime, ouvert dans l'Internet, extrêmement facilement accessible. Réponse, Plus EduScol, qui est le site que connaissent tous les enseignants et les personnels de direction. EduScol, dans n'importe quel moteur de recherche, vous tapez EduScol Océan, EduScol Marine nationale, EduScol Pôle, et vous allez trouver notre page Océan et Pôle, où tout est expliqué, tout est accessible. Les liens existent avec les ressources de la Marine nationale et de l'ensemble de nos partenaires de premier rang. Il y a aussi une ressource possible qu'on n'a pas encore évoquée, qui est le brevet d'initiation à la mer, le BIMER. En quoi ça peut être un atout utile aussi pour les enseignants et pour les élèves? Le BIMER, donc, c'est une initiative qui vient de professeurs qui veulent justement s'appuyer sur la mer pour donner du concret. Voilà. Donc, ils prennent des thématiques maritimes pour rendre beaucoup plus
tangible, beaucoup plus intéressante, toutes les matières. Et donc, il y a les humanités, il y a voilà. Et ça, ben nous, évidemment, on l'encourage. Simplement, ça se fait là en trouvant les thématiques. Hein, donc, on peut collaborer. Mais ça, c'est vraiment l'initiative qui vient de la part de professeurs. Et je pense que je suis désolé, je vais faire un peu de rugby. Je vais faire la passe à Pascal Raphaël parce que je pense que c'est lui qui pourra éventuellement compléter sur concrètement comment faire. C'est le premier brevet. Alors, à l'image du brevet créé dans l'aéronautique, c'est le premier brevet qui sanctifie les compétences, les connaissances d'un élève de la 3e jusqu'aux classes préparatoires, avec 4 niveaux de compétences qui sont gradués, hein, d'un niveau débutant jusqu'à un niveau expérimenté, mais qui, dans le fond, mettent l'élève dans la perspective de s'inscrire dans une filière de formation professionnelle. Il va acquérir ses premières compétences liées à la mer, à son environnement, à ses métiers. Et c'est une fierté française. Nous formons aussi les enseignants parce qu'il faut un certificat permettant de former à cet enseignement et à ce diplôme. Il faut accompagner les élèves et pour les accompagner, des enseignants sont formés spécifiquement. C'est un diplôme qui attire beaucoup de monde. On aura sans doute presque 3000 candidats en 2025. On a commencé il y a 2-3 ans avec 200 candidats. Donc ça monte très vite. C'est une question de moyens et de communication, mais c'est un très joli, et c'est le premier diplôme, et c'est un très joli diplôme accessible et qui forme véritablement, immédiatement au métier de la mer. Je n'étais pas très fort pour donner des éléments techniques par rapport à ça, mais parce que c'est pas mon quotidien. En revanche, j'ai eu la chance de remettre leur diplôme à une classe de BIMER il y a 2 ans, dans les très beaux locaux de l'Institut océanographique à Paris. Et j'ai vraiment vu quelque chose de très surprenant, puisque c'est sur la base du bénévolat. Hein, les élèves font ça en plus de leurs cours. Il y a de leur part déjà un engagement qui vient contredire toutes les critiques qu'on peut avoir sur la jeunesse. Et puis deuxièmement, j'ai été très surpris de croiser des jeunes Français et Françaises qui a priori étaient très loin de la mer, qui a priori n'étaient pas très très motivés en classe et qui ont retrouvé grâce à ça d'abord énormément de motivation, c'est-à-dire que cette démarche qu'ils ont faite en parallèle les a aidés à devenir beaucoup plus impliqués et beaucoup plus efficaces dans leurs cours normaux, et puis qui se sont vraiment ouverts l'esprit. Hein. J'en ai croisé certains qui venaient de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Je pense que pour eux, la mer, je ne suis même pas sûr s'ils savaient qu'elle était salée au départ. Ils n'avaient pas forcément eu de vacances là-bas, sur le littoral. Eh bien, ils se sont passionnés pour la chose. Et puis, ça leur a ouvert énormément de perspectives sur le monde, quoi. Que le monde ne se limitait pas à l'horizon qu'ils s'imposaient ou qu'on leur imposait. J'ajouterais que c'est un diplôme qui est suivi par le groupe de sciences et techniques industrielles de l'inspection générale, mais surtout sur le terrain. Il faut dire que c'est un diplôme qui est né en Bretagne, dans l'Académie de Rennes. On doit beaucoup à un inspecteur pédagogique qui s'appelle Florian Patry, qui a beaucoup travaillé pour concevoir et piloter ce diplôme. La Marine nationale est évidemment très impliquée, mais voilà, insistons sur le fait qu'avec peu de moyens, avec des forces vives assez réduites, on a pu concevoir quelque chose d'extrêmement efficace qui ne demande qu'à développer. Et il faut vraiment rendre hommage à ces enseignants qui, sur le terrain, encore une fois en Bretagne, certes, mais c'est vraiment une terre d'excellence de ce point de vue-là et de formation de tous à ces métiers de la mer. On comprend l'intérêt pour de nombreux enseignants pour les enjeux de la mer. Il y a un exemple que je lis là, et puis on devra en terminer car le temps est passé et a filé très vite. Pour information, c'est une information de Guillaume Troulier. Pour les très très jeunes, le skipper Fabrice Amédéo et ses partenaires ont conçu un livre pédagogique dédié aux enfants de CP à la 6e afin de les sensibiliser à la beauté et à la fragilité des océans. Linda Boyer, on voit que les enjeux maritimes sont une bonne occasion de mieux intéresser les élèves pour les enseignants. Je pense que oui, c'est une très belle occasion, mais en plus, comme le disait le commandant et l'inspecteur, c'est que dès lors qu'un élève trouve de l'attrait et
et s'intéresse en fait au sujet et qu'on le sort un peu dans le contexte un peu théorique des maths ou du français ou de l'anglais, qu'on l'amène finalement dans un domaine un peu plus grand, dans un domaine en fait professionnel et qui découvre ce domaine professionnel, il va s'impliquer. Il va s'impliquer, il va avoir envie en fait, d'aller au bout de la démarche. Et c'est ça l'objectif finalement, c'est d'amener ses élèves au bout de la démarche. Et bien sûr, la mère, elle est là pour ça. Et je voulais juste souligner un petit truc, parce que je n'ai pas eu l'occasion avec l'inspecteur et le commandant, mais c'est que oui, nos marins, ils se forment tout au long de leur carrière, mais qu'en plus, ils ont des équivalences dans l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on part quand même d'une formation initiale, peut-être, où ils n'ont pas de diplôme, et au fur et à mesure qu'ils vont monter, ils vont avoir des équivalences de bac jusqu'à la licence, ce qui n'est pas non plus négligeable en soi de le savoir, en fait. J'ajouterais que le sport est un bon vecteur. Votre internaute a eu raison de le souligner. Nous avons, avec la Fondation de la mer, et en partenariat avec ADGESCO, conçu ces dispositifs dont vous avez parlé avec Fabrice Amedeo, un autre avec François Gavard. Voilà, nous portons une grande attention aussi à ces sportifs qui sont tout à fait susceptibles de nous aider à donner un éclairage très particulier à un enseignement donné. Alors, on va devoir terminer, mais je prends quand même une dernière question d'Anne-Sophie Martinez qui est très concrète, donc la réponse sera très rapide. Peut-on accéder à la plateforme classe à enjeux maritimes si on a un projet autour de mer et océan, mais pas labellisé classe à enjeux maritimes? Oui, mais pourquoi ne pas labelliser son projet, dans le fond? Ça faudra poser la question à Anne-Sophie Martinez. Mais bien évidemment, on cherchera à l'accompagner. On ne la laissera pas sur le côté. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Alors, il y a plein de questions auxquelles on n'a pas pu répondre par manque de temps et puis parce qu'on avait évidemment décidé de traiter certains sujets et un peu moins d'autres vu la durée courte de ce webinaire. On va pouvoir vous répondre individuellement, normalement, à toutes ces questions dans les heures ou les jours qui viennent. Merci à vous trois, en tout cas. Merci Linda Boyer d'avoir été avec nous. Merci Pascal Raphaël Ambrogi. Et puis merci à tous les enseignants, parce que sans eux, on ne ferait rien. Et puisque je suis comme beaucoup, père de famille, merci pour tout ce qu'ils font pour nos enfants. Et donc, un dernier mot sur les contenus que vous avez annoncés tout à l'heure qui allaient apparaître sur le site. Printemps 2025. Voilà, c'était ça que je voulais entendre. Merci beaucoup. Merci. Surtout consulter EduSchool. C'est un site merveilleux, on y trouve tout. Voilà, les notes sont prises. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Acteurs Publics TV.